Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Parex Lanco, le premier du genre, en partenariat avec les CTB. Première bonne nouvelle, vous êtes très nombreux à nous écouter aujourd'hui et bien sûr, comme tous les webinaires, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc c'est un webinaire qui est consacré à la restauration du bâti ancien. On va voir tout au long de cette petite heure la valeur ajoutée des biosourcés. Et avec moi pour en parler, deux invités, deux experts. Sonia Yancy, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chef de marché bâti ancien Tout à chez fait. Parex Lanco. Tout à fait. En face de vous, Cyril Moirot, responsable technique adjoint R&D et formateur construire en chanvre Parex Lanco. Bonjour. Bonjour Stéphane, c'est ça. Alors, pour planter un petit peu le décor, hein, rénover le bâtiment patrimoniaux, on sait tous que c'est un enjeu très important. Il faut les mettre au niveau BBC pour, si possible, et atteindre donc l'ensemble du parc BBC en 2050. Ça représente 11 millions de logements, hein, rien que pour le logement, qui ont été construits avant 1949, et c'est donc 34% du total. Des bâtiments qui sont parfois sensibles, hein, des bâtiments qui sont presque vivants, et qui méritent donc une attention particulière. On va voir comment, avec vous, les matériaux biosourcés peuvent aider à cette restauration, une restauration qui va respecter le bâti et qui ne va pas l'abîmer. Juste avant d'attaquer, j'aurais une petite présentation de Parex Lanco, Sonia, s'il vous plaît. Oui, alors Parex Lanco, c'est une marque du groupe Sika, une marque française qui commercialise différentes solutions pour le bâtiment. Donc on intervient sur différents domaines, différents marchés. On intervient sur le sol avec une gamme vraiment dédiée à la préparation des sols et à la pose du carrelage. On a également une gamme qui est dédiée vraiment à la réparation et l'imperméabilisation des ouvrages en béton. On propose aussi différents systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec notre gamme ITE. Et on a également des produits, des enduits dédiés au bâti neuf et des enduits à la chaux dédiés à notre patrimoine, au bâti ancien. Et plus récemment, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a lancé notre nouvelle gamme Par Nature, qui est une gamme biosourcée transversale du coup à tous nos corps de métier. D'accord, dont on va parler peut-être tout à l'heure. Oui. D'abord, mais avant de commencer, je voudrais vraiment qu'on rentre dans le sujet. Un autre sujet, c'est le bâti ancien. Une définition. Quand on parle de bâti ancien, Cyril, on parle de quoi? Alors, la notion du bâti ancien, c'est des constructions vernaculaires. Ce qu'on veut dire par vernaculaire, c'était des bâtiments qui ont été construits avec les matériaux qui étaient disponibles à proximité, hein, puisqu'à l'époque, les techniques qu'on employait, les transports étaient limités. Hein, comment dire, les matériaux n'étaient pas transformés. Donc, on prend le matériau sur place, c'est ça, et voilà, on l'utilise pour construire. Tout à fait. On dit souvent que le matériau était sous les pieds, hein, selon les régions. Donc le plus important à comprendre, c'est que la philosophie de l'époque des bâtisseurs, il fallait amener un minimum de confort aux habitants. Donc l'orientation, l'implantation de la maison déjà était essentielle. Hein. On allait mettre des fenêtres plutôt côté sud, exposées à la chaleur, et côté nord, les faces froides, il n'y avait quasiment pas de fenêtres, voire pas du tout. En fait, là, vous êtes en train de me donner la définition du bâtiment bioclimatique, quoi, tout simplement. Ah ben, avant l'heure. Et les anciens, ils n'avaient pas notre technologie, ils ne savaient pas isoler, mais avec ce qu'ils avaient, et l'épaisseur des murs, ils créaient justement, c'est ça, un confort bioclimatique. Il fallait intégrer le bâtiment dans son environnement. Hein, par exemple, on le voit souvent, il y a un grand arbre dans la cour côté sud, c'est pour l'été que le feuillage puisse protéger la maison du soleil. Ou alors un puits, une mare à proximité pour canaliser les eaux du terrain. Donc on avait déjà une intelligence de la construction, on va dire, qu'on est en train de retrouver peut-être. On revient aux origines. Sonia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là par rapport à ce que vient de dire Cyril? Alors oui, effectivement, vous l'avez dit Stéphane en intro, donc le bâti ancien, c'est tout ce qui concerne tout ce qui a été construit avant 1948. Donc ça représente aujourd'hui à peu près un tiers du parc français, 11 millions de logements, donc 8 millions de maisons individuelles, 3 millions de logements collectifs. Et il faut savoir qu'il y a différentes catégories de bâtiments anciens. Cyril vient de parler du vernaculaire, effectivement, c'est une première catégorie de bâtis anciens. Et vous avez également des bâtiments qui sont classés, on appelle ça des bâtiments monuments historiques, hein, qui ont un statut juridique particulier qui est destiné du coup à les protéger. Vous avez également donc, tout ce qui concerne les abords de ces monuments historiques, qui sont également des secteurs sauvegardés, et tout ce qui touche aux petits villages, aux petites villes qui ont un intérêt historique et culturel. Il y a vraiment un intérêt patrimonial à tout ce bâti qu'il faut donc, du coup respecter.
Tout à fait. Et comme le disait Cyril, hein, c'est des bâtiments qui ont été construits et aménagés en adéquation, en phase avec l'environnement hein, dans lequel ils sont, et avec des matériaux qui sont à disposition. Et on le voit en fonction des régions, vous avez des supports qui prédominent. Sur la région du Rhône-Alpes, on est plutôt sur des supports en terre. Si vous allez vous descendez un peu plus bas sur la région toulousaine, on est plutôt sur de la briquette terre cuite. Et du coup, c'est ce qui fait un petit peu la diversité et la variété de notre patrimoine français. Et on voit bien, hein, en termes de, quand on intervient sur du bâti ancien, il faut faire attention à ce type de support et la préparation n'est pas la même en fonction de si on a de la terre ou de la pierre. Est-ce que c'était des bâtiments qui avaient des propriétés thermiques déjà? Ou est-ce que ce sont des bâtiments qui ont des propriétés thermiques naturelles? Oui, il faut savoir que le bâtiment ancien a des propriétés originales déjà, en termes de thermique, mais pas seulement. Il y a aussi des propriétés hygrothermiques et hydriques qui sont hyper importantes, voire plus importantes que la thermique, et on va le voir tout à l'heure quand on va développer on va y ces revenir. propriétés. Ouais. Cyril, sur cette définition du bâti ancien, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que c'est avec l'épaisseur de leurs murs qu'ils ont pu arriver à amener ces propriétés, avec des matériaux naturels poreux et avec des liants comme la chaux et le plâtre. Donc les connaissances étaient quand même, pour l'époque, je trouve, assez avant-gardistes. Avant-gardiste, je retiens le mot. Maintenant, on va voir un peu quelles sont les problématiques qui se posent lorsqu'on veut rénover, et particulièrement lorsque l'on veut isoler le bâti ancien. Il faut y faire attention. Hein. On a dit tout à l'heure que c'était des bâtiments vivants, hein, presque vivants. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour isoler, enfin pas pour isoler, mais en tout cas pour rénover? Et qui dit rénover dit isolation, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on veut consommer moins d'énergie, y compris dans le bâti ancien. Tout à fait. On veut amener le confort du bâti neuf dans le bâti ancien. On veut les mêmes propriétés. Donc, le plus important à comprendre, c'est le respect du bâtiment. Si les anciens ont fait ces bâtiments vivants, respirants, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ces bâtiments n'ont pas de fondation. Donc ils sont assujettis aux remontées capillaires. Donc c'est voilà, vraiment à l'intérieur c'est pareil. On n'avait pas de VMC à l'époque. Il n'y a pas d'aération mécanique. Tout se faisait par des aérations, des fenêtres qui avaient des fuites, la toiture qui ne touchait pas vraiment les murs, une cheminée ouverte, donc une aération naturelle qui se faisait. Et quand on va penser travaux sur le bâti ancien, il faut qu'on ait en tête que cette respiration doit rester. Alors on peut amener, on a toutes les technologies maintenant, d'ailleurs avec les matériaux biosourcés d'autant plus, on peut garder ces propriétés, mais surtout ne pas reproduire. Et malheureusement aujourd'hui, on reproduit avec l'isolation qui est vraiment en vogue, les aides de l'isolation par l'État, on reproduit sur le bâti ancien. On y reviendra. Mais je voudrais déjà vraiment qu'on s'installe dans le bâti ancien et qu'on essaie de le rénover et de voir quelles sont les règles en fait. Quelles sont les bonnes règles à respecter lorsqu'on intervient sur le bâti ancien? Alors, il y a une idée reçue, moi, que j'entends souvent depuis que je m'occupe de la gamme bâti ancien chez Parexlanco, c'est quand on est sur de l'ancien, on ne peut pas isoler de l'ancien. Alors non, c'est pas vrai. On peut apporter une isolation sur le bâti ancien, et en bâti ancien, on parle plutôt de correction thermique plus que d'isolation thermique. Mais il faut savoir choisir le bon matériau pour justement apporter cette correction thermique. Et malheureusement, aujourd'hui, on le constate au quotidien avec Cyril, on emploie les mêmes solutions, les mêmes produits sur le bâti ancien que sur le bâti neuf, alors que ce sont des choses qui sont complètement incompatibles avec toutes les propriétés qu'on a citées tout à l'heure du bâti ancien. Sur le bâti neuf ou sur le bâti construit après 49, reconstruction d'après. Tout à fait, le bâti contemporain. On a de la brique, le bâti contemporain qui n'est pas du tout traité de la même manière. Hein. Non, parce que le bâti neuf, en fait, il est construit obligatoirement avec une rupture de capillarité, c'est ce que disait Cyril, contrairement au bâti ancien qui, lui, ne s'isole pas et ne cherche pas à s'isoler de l'eau. Donc, il faut vraiment prendre son temps quand on veut intervenir sur du bâti ancien, que ce soit pour une rénovation ou une isolation thermique, et il faut prendre le temps de faire son diagnostic. C'est hyper important de comprendre comment le bâtiment a été aménagé, comment il a été pensé, puisqu'on disait tout à l'heure, ça a été construit en phase avec l'environnement, donc c'est important de prendre le temps de faire un bon diagnostic avant d'intervenir et du coup de choisir la bonne solution et le bon matériau. Qu'est-ce que j'ai dans ce diagnostic? Qu'est-ce que j'y trouve éventuellement? La principale, vraiment le principal, c'est de ne pas fermer le bâtiment. Voilà. Aujourd'hui, on vend des huisseries qui n'ont plus d'aération naturelle.
En tout cas, si on les fait nous-mêmes, elles ne sont pas en ratio avec la surface du bâtiment. Donc on ne laisse plus rentrer d'air. Les laines isolantes ne sont pas forcément adaptées. On vient mettre des plaques de BA13 qui sont fermées avec des joints, rajoutées avec de la peinture. Tout ça, ça vient bloquer en fait. On vient fermer et bloquer. C'est la logique principale. Il ne faut pas bloquer la maison. On laisse une communication pour des échanges, pour que les murs puissent continuer à rester sains. Voilà. Quel que soit le type de mur, que ce soit du pisé, de la brique, c'est la même règle. C'est la même règle. D'abord le diagnostic et éviter de fermer. Alors, vous avez parlé tous les deux, hein, on a entendu parler de matériaux qui respirent, de perspirance. Moi, j'aimerais que vous nous disiez exactement de quoi il s'agit. Quand on parle de perspirance, de respiration, c'est quoi, Cyril ou Sonia? Cyril. Alors, la perspirance, c'est tout simple. C'est la capacité d'un matériau à favoriser le transport de la vapeur d'eau vers l'extérieur et l'assèchement des parois. Les deux vont ensemble. Voilà, la perspirance, c'est ça. Donc, quand on dit qu'un bâtiment respire, il faut imaginer que l'eau va migrer par capillarité du sol déjà à l'intérieur du mur, va vouloir sortir. Pour ce faire, elle va traverser déjà souvent le mortier à la chaux, hein, ou alors le béton de terre, et à l'extérieur, elle va rencontrer un enduit à la chaux, qui lui aussi est perméable. Et donc le cycle peut se faire entre la terre, le sol, le mur, et également pour l'intérieur. L'habitant va créer de l'humidité, va créer des gaz, tout ça, eh bien, il faut que ça puisse migrer à travers les murs. Donc on est toujours dans le même phénomène. La perspirance, c'est ça. C'est ces échanges gazeux. La possibilité de faire des échanges gazeux par la paroi. C'est essentiel. Vous nous avez apporté une photo qui montre ce qu'il ne faut pas faire, on va dire, et en tout cas les dégâts qu'on peut causer lorsque on n'a pas pris en compte cette propriété de perspirance et de respiration. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on voit là à l'écran? Alors à l'écran, c'est très parlant. Voilà, vous avez la photo d'une maison en béton de terre, hein, donc du pisé, qui a été isolée avec une laine de verre, rail, plaque de plâtre, BA13 à l'intérieur. Et l'extérieur avait déjà été rénové par des maçons avec un enduit fortement chargé en ciment. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le maçon est venu fermer le mur, l'eau pénètre dans le mur, cherche à sortir. Elle est, alors en partie, il y a quand même un transfert qui se fait, hein, dans la plaque de BA13, dans la laine de verre, on a quand même de l'air qui passe, hein, quand même, mais elle se retrouve bloquée avec celle qui arrive par-dessous dans le mur. L'eau, elle cherche à sortir. Donc elle monte, elle monte, elle monte. Elle ne peut pas s'évacuer. Et elle va aller jusqu'en haut. Et dans le cas de la terre, surtout du pisé, eh bien l'eau, c'est destructeur. Hein. Vous mettez de l'eau sur la terre et vous avez de la boue. Hein. Donc de ce coup, paf. Et là, la maison s'est écroulée. D'accord. Et c'était vraiment ça le diagnostic. Hein. C'était vraiment la problématique. On a tout fermé. Et à partir du moment où on ferme tout, on a de l'eau. Donc ça veut dire que, Sonia, que l'humidité, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est un problème. C'est vraiment une grosse problématique du bâti ancien qu'il faut vraiment la prendre en compte. Alors, je dirais que oui et non. Contrairement au bâti neuf, qui lui est un bâti, donc le bâti neuf, le bâti contemporain, qui lui est un mode constructif qui s'isole de l'eau, hein, avec une rupture de capillarité, le bâti ancien n'en a pas. Donc il ne s'isole pas de l'eau, et le but, c'est pas tant de l'isoler de l'eau, c'est justement de faire en sorte que l'eau puisse s'évacuer. Faut savoir que le bâti ancien, enfin les constructions anciennes qui ont été bien entretenues, elles n'ont pas cette problématique d'humidité, puisque justement les matériaux respirent, l'eau transite, donc il n'y a pas de souci de perspirance et du coup de condensation et de stagnation de l'humidité dans les supports. Les maisons anciennes qui, de manière originelle, avaient une mauvaise conception, de toute façon elles ont été détruites par le temps et l'humidité. Aujourd'hui, ce qu'on soigne, c'est les maisons anciennes qui malheureusement ont subi des transformations au fil du temps par l'homme, et des transformations qui n'étaient pas compatibles du coup avec le bâti ancien. Ou bien donc ce sont des maisons qui ont été mal entretenues, ou des maisons dont l'environnement a été quand même radicalement modifié. Et c'est là où vous créez de la pathologie et que vous créez du coup ce phénomène de cette problématique d'humidité. Mais voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, hein, il en parlait Cyril tout à l'heure. Moi j'ai souvent entendu dire, j'ai une maison ancienne, j'ai de l'humidité qui rentre dans mes murs, donc je vais venir y poser un revêtement étanche, ça va empêcher l'eau de rentrer. Ça, j'aurais plus de problème. Ça, je suis tranquille. J'ai plus d'humidité, voilà. Ça soigne plus, donc mais j'ai tout bloqué à l'intérieur en réalité. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée parce que ce que vous allez réussir à bloquer, c'est effectivement l'eau de pluie,
en mettant un revêtement extérieur étanche, par exemple, fortement chargé en ciment. Mais de toute façon, l'eau de pluie, elle trouvera un moyen de rentrer. Hein. Quand vous avez des encadrements de pierre, il y a toujours quelques petites fissures sur les encadrements de pierre, donc elle trouvera un moyen de rentrer. Et il faut savoir que l'humidité, elle a différentes sources. C'est pas uniquement l'eau de pluie. Il y a aussi les remontées capillaires. Il y a aussi toute l'humidité qui est créée par les occupants du bâti, qui créent avec leur activité quotidienne. Quand on cuisine, quand on prend une douche, voilà, quand on respire, il y a de l'humidité, il faut qu'elle puisse s'évacuer. Tout à fait. Donc en fait, il ne faut pas chercher à bloquer l'arrivée d'eau. De toute façon, on n'y arrivera pas. Il faut surtout faire en sorte de l'évacuer, qu'elle puisse sortir. Voilà, donc l'eau rentre, sort, ça transite, c'est tout à fait normal dans le bâti ancien. D'accord. Quelque chose de tout à fait normal. Donc, je vois une question internaute. Hein. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions. Et une première question pour vous deux, qui revient un petit peu sur ce qu'on vient de se raconter, mais il y a quand même quelque chose de difficile, je pense. C'est comment on concilie finalement le confort moderne dont on a tous envie, hein, avoir une douche à l'italienne avec beaucoup d'humidité et ne pas évidemment consommer d'énergie, et le bâti ancien. Comment on arrive à concilier ça? Quels sont les conseils que vous, spécialistes, vous donnez sur la volonté de tout le monde de vivre dans un environnement, enfin dans une maison qui est confortable et moderne? On veut avoir le confort moderne dans une belle maison qui a du charme avec du bâti ancien. Donc c'est toujours, c'est ce qu'on disait au début, le respect de la logique. Par exemple, je veux faire une terrasse extérieure. Je ne vais pas coller une dalle en béton, je vais venir rapporter contre le mur. Je me fais une terrasse en bois, avec des lamelles qui ont de l'espace entre elles. L'eau va pouvoir continuer son cycle. C'est beau en plus, ça va bien avec la maison. Pareil pour un trottoir, ça c'est une logique. Pour mes toits, c'est pareil. Je ne vais pas venir fermer avec une grosse épaisseur, un isolant qui a très peu de capacité à laisser passer la vapeur d'eau. Je vais préférer mettre de la fibre de bois, par exemple. On a des matériaux maintenant qui nous permettent d'amener ce confort. Après, il faut coupler les deux. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas éviter d'installer une VMC. Voilà. Moi, je pars du principe que même si on met de la laine de chanvre, on met les nouvelles générations de plaques de plâtre avec gypse et fibre de bois, on est très bien, on a investi, on a un bon confort. Mais quand même, l'humidité, il faudra l'aider dans les pièces humides à sortir avec une petite VMC. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à coupler sortir, un peu les deux. Donc, on est capable de faire du confort moderne. C'est drôle. Oui. Je trouve que ça fait très ancien de dire confort moderne. J'ai l'impression d'être dans les années 60. Mais le confort moderne et bâti ancien, c'est tout à fait conciliable et on arrive à bien vivre dans une maison. Voilà. Puis il y a un autre aspect, hein, c'est celui des économies d'énergie aujourd'hui qui est vraiment très important. Très important. Ok. Ce qui est très bien, parce que vous introduisez notre deuxième partie, qui est, en fait, vous avez parlé de fibres de bois en toiture, de matériaux, de plaques de gypse et autres. Tous les deux, hein, la même question, c'est en quoi les solutions biosourcées sont bien en phase avec le bâti ancien, justement. Qui est-ce qui commence? Et je commence. Déjà, la définition d'un biosourcé, hein, savoir ce que c'est qu'un oui, qu'est-ce que c'est d'ailleurs un biosourcé? Ouais, il y a une norme hein, qui définit ce qu'est un matériau biosourcé, c'est la norme européenne 165-75, qui dit qu'un matériau biosourcé est issu partiellement ou totalement de la biomasse et peut être d'origine animale ou végétale. Ça veut dire qu'on va avoir quoi, de la laine, si on prend origine animale, ça va être les laines de mouton. Tout à fait, voilà, par exemple. Et sinon, ça va être le coton, ça va être le chanvre, ça va être le lin. La paille. La paille, tout à fait. Voilà. Donc il y a différents types de matériaux biosourcés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 12% des matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment, hein, que ce soit en construction ou en rénovation, sont des biosourcés. Donc on a encore une marge. Hein. De travail. Il y a encore de quoi faire. Aujourd'hui, on travaille avec quel type de biosourcés? Alors, il y a des filières qui sont plus développées que d'autres, hein, clairement. Donc, il y a des matériaux biosourcés aujourd'hui sur lesquels on a plus de recul parce que c'est des filières qui sont plus développées que d'autres. Ce qui arrive loin devant, c'est le bois. C'est la filière de la sylviculture, c'est une filière historique. Donc, vraiment, le bois, c'est le matériau biosourcé numéro 1 qui aujourd'hui est le plus utilisé et sur lequel on a le plus de recul. Il est utilisé en structure, hein, mais aussi en matériaux d'isolation. Tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, ce qui vient après, c'est le chanvre. Le chanvre aussi, hein, c'est une filière qui est développée. On a plusieurs chanvrières en France. Hein, on a cette chance-là d'avoir plusieurs chanvrières en France. Et il faut savoir que la France est un gros producteur de chanvre. Hein. On produit 50% de la production européenne de chanvre. Donc, juste après le bois, je dirais que c'est le chanvre qui est le plus souvent utilisé.
Voilà, donc on a déjà des matériaux qui sont bien faits. Ce qui est important, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut des filières constituées, c'est ça? Alors, oui. Pour pouvoir bien travailler avec les matériaux biosourcés. Et ensuite, on verra quelles sont leurs propriétés. Les filières, pour nous, voilà, c'est essentiel, puisqu'on est obligé, quand on élabore un produit biosourcé, pour ses propriétés, il nous faut de la pro. Il nous faut des quantités, il nous faut un cahier des charges très strict, donc une préparation de la matière première qui nécessite quand même eh bien, que ce soit rigoureux. Et ça, pour les coopératives agricoles, c'est compliqué, puisque notre service R&D, on travaille quand même sur, vous en doutez, sur plusieurs pistes. Et en partenariat avec l'ADEME, avec les coopératives agricoles, on essaie de monter des filières. Et c'est pas évident, puisque promettre un certain tonnage, être sûr qu'un produit va marcher, pour monter une usine, en tout cas une unité de production, eh bien tout ça, ça se prépare. Donc c'est pour ça qu'on utilise principalement le chanvre, le lin aussi, parce que c'est déjà quelque chose qui est en place. C'est des filières qui existent. Voilà, pour beaucoup d'autres destinations. Il n'y a que la chaîne vote dans le chanvre, c'est la partie intérieure de la tige, qu'on utilise dans le bâtiment, avec la laine aussi pour les laines de chanvre, c'est 15% de la production des chanvrières. C'est beaucoup, vraiment, il y a beaucoup d'autres domaines. La plasturgie, voilà, la monnaie, les billets, il y a aussi beaucoup les litières, la jardinerie. Donc voilà, le chanvre est de partout, on ne se rend pas compte, il est très très présent et c'est en forte expansion. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment misé sur cette filière. Il y en a d'autres, mais voilà, ça demande un travail quand même. Ça demande un travail. Donc d'abord des filières, il faut des filières organisées et il ne faut pas avoir de problème de ressources tout simplement. Tout à fait. Vous travaillez, je crois, en R&D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous travaillez sur un programme, vous avez un groupe de recherche. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, parce qu'il y a encore des ressources aujourd'hui qu'on ne peut pas exploiter, puisque justement, les filières ne sont pas encore développées et structurées. Donc nous, on fait partie, par Exlanco, fait partie d'un groupe de recherche avec d'autres industriels, avec des coopératives agricoles et avec des organismes certificateurs indépendants pour justement trouver d'autres granulats et monter des filières et en faire des filières aussi bien structurées que le chanvre ou le bois. Nous, notre objectif en tant qu'industriel, c'est de participer au maximum à cet objectif de neutralité carbone à 2050 et essayer de justement exploiter d'autres granulats que le chanvre. On a démarré par le chanvre parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose et c'est une filière qui est développée, mais on travaille effectivement, notre R&D travaille sur d'autres granulats. D'accord. Donc maintenant, on va aller sur les propriétés des biosourcés. Rapidement, quelles sont les propriétés des biosourcés? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dis rapidement. Je vais essayer de faire simple et court parce qu'ils ont beaucoup d'avantages, les matériaux biosourcés. La première, c'est la thermique. Je dirais c'est la performance qui intéresse le plus les gens. Et on verra que pour le bâti ancien, ce n'est pas forcément la performance la plus importante. Mais effectivement, les matériaux biosourcés, ce sont de très bons régulateurs de température, clairement. On n'est pas sur les mêmes seuils de performance que les isolations thermiques conventionnelles qu'on connaît tous, mais on se rapproche fortement. D'ailleurs, là, je ne sais pas si on a la photo... j'ai apporté quelques exemples de conductivité thermique. Allez-y, allez-y. Ouais. C'est vrai que je regardais les questions des internautes, donc ne m'en voulez pas. Juste pour un petit peu montrer les différentes conductivités thermiques qu'on peut avoir. Donc par exemple le PSE, qui est un isolant très connu et très utilisé, en tout cas qui est connu du grand public. Vous voyez, on a une conductivité thermique de 0,04. Donc la conductivité thermique, plus elle est basse, plus le matériau ou l'isolant est performant. Sur les blocs de chanvre, on est à 0,07 par exemple. Sur la ouate de cellulose, vous voyez, on est quasiment pareil que le PSE. Donc on est sur quand même des seuils de performance assez proches. Proches et intéressantes. Tout à fait. On n'est pas du tout décalé par rapport à des isolants, excusez-moi, dits conventionnels. Tout à fait, oui. D'accord. Si on parle de confort d'été. Oui. On peut en parler, vous faites bien d'en parler, c'est une notion qui est hyper importante. C'est vrai que on a souvent entendu parler uniquement de confort hiver, et ces dernières années, avec malheureusement ce qui se passe, à savoir le réchauffement climatique, on fait face à des épisodes caniculaires de plus en plus importants. Et le confort été, j'ai envie de dire, prend toute son importance et devient tout aussi important que le confort hiver. Et on le voit avec la RE 2020 qui met vraiment bien en avant ce confort été. Et il faut savoir que les isolants biosourcés, justement, ont un rôle sur ce confort d'été. Oui.
Déjà, le bâti ancien, il faut savoir qu'il a naturellement un très bon déphasage thermique. Donc le déphasage thermique... Déphasage thermique, qui nous donne la définition rapide en 3 mots. C'est le temps que met la chaleur à traverser la paroi. Voilà, tout à fait. Donc le bâti ancien a un très bon déphasage thermique naturellement de plusieurs heures. Et il faut savoir que les matériaux biosourcés ont également un très bon déphasage thermique. Donc le déphasage thermique, il faut additionner et le déphasage du support et le déphasage du revêtement. Un déphasage thermique optimal, bon, on est à peu près sur 8-10 heures. En fait, c'est la durée de votre journée. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a tous ce réflexe-là quand on est en canicule. La journée, on va fermer nos fenêtres pour empêcher la chaleur de rentrer. Puis la nuit, quand il fait plus frais, on ouvre nos fenêtres pour aérer et pour laisser rentrer la fraîcheur. Donc très bon déphasage thermique, et c'est vrai, je vais parler de ce que je connais du coup un petit peu mieux, à savoir le chanvre. C'est un excellent régulateur d'humidité. En fait, il a cette capacité, le chanvre, il agit un peu comme une éponge. Il a cette capacité, quand il fait trop humide, à absorber l'excès d'eau. Faut savoir que le chanvre, il peut absorber jusqu'à 400 fois sa masse en eau. Et à contrario, quand il va faire plus sec, il va relarguer en fait son eau. Et il va comme ça constamment... on va réguler l'humidité. Voilà, réguler l'humidité, tout à fait, en l'absorbant ou en la relarguant. Et le fait de relarguer du coup son eau, ça va permettre du coup de créer une sensation de fraîcheur à l'intérieur d'une pièce par évaporation en fait de l'eau, tout simplement. Je me dépêche parce que le temps passe, je suis désolé de vous presser un petit peu. On voulait parler aussi d'un autre avantage, alors qui est lié à la RE 2020, mais là on parle, enfin qui n'est pas lié, mais dont on parle aujourd'hui dans la RE 2020, mais là on parle de bâti ancien, mais quand même, c'est l'aspect stockage carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? L'empreinte carbone des biosourcés, elle est très bonne. Oui. Elle est très très bonne puisqu'on est sur une économie circulaire. On reste sur quelque chose qui est peu transformé, qui ne demande pas justement d'énergie, de four géant. Les biosourcés, c'est vraiment le gros avantage. Et juste sur une FDES, par exemple, il va aller jusqu'à son recyclage. Il a une très très bonne empreinte. La pollution, par exemple, le chanvre, pour donner un exemple, il ne nécessite aucun pesticide, aucun arrosage. Il va drainer les sols pour que l'année d'après, on ait une récolte autre qui soit bien plus augmentée. Voilà. Et la plante stocke naturellement le carbone. Voilà. Vous voyez, c'est un cycle fermé. Sonia. Oui. Alors effectivement, pour expliquer un petit peu cette histoire de stockage carbone, les matériaux biosourcés, ils participent significativement au stockage du carbone atmosphérique et du coup à la préservation des ressources naturelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, on l'a vu tout à l'heure dans la définition du biosourcé, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un végétal. Et un végétal, quand il se développe par un process qui est la photosynthèse. Et ce qui se passe, pour faire très simple et très rapide, lors d'une photosynthèse, le végétal, il va capter, parce qu'il a besoin, il va capter du CO2 qui est présent dans l'atmosphère, pour ensuite faire sa photosynthèse et créer du dioxygène et du glucose dont il a besoin pour faire son développement. Il faut savoir que 1 kg de biosourcé permet de capter 1,5 kg de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on assimile souvent les biosourcés à des puits carbone. C'est parce qu'ils ont cette capacité à l'épuiser dans l'atmosphère du CO2 et à le stocker. Ouais, donc ça, c'est quand même un avantage important, enfin un intérêt, on va dire, important. Tout à fait. Dernière question par rapport aux propriétés des biosourcés, je vous demandais d'être rapide encore une fois. On a une photo, c'est pour voir un petit peu comment se comporte le chanvre par rapport au feu. Il y a eu des essais qui ont été réalisés, est-ce que vous pouvez nous commenter ces essais? Oui, tout à fait. Il y a eu des essais-feux qui ont été faits, qui ont été commandités par l'association Construire en Chanvre, qui ont été faits au CERIB fin 2020. Donc c'était un bâtiment de 2 étages, c'est une simulation, un test-feu qui a été réalisé sur un bâtiment de 2 étages, où il y a eu un béton de chanvre qui a été projeté sur 30 cm avec un enduit de finition chaussable sur 2 ou 3 cm. Donc là, on voit l'évolution, l'essai a duré un petit peu plus d'1 heure. On voit un petit peu l'évolution de la propagation des flammes. Donc il y a eu des thermocouples qui ont été un peu posés, je crois qu'il y a eu une centaine de thermocouples répartis un peu sur toute la façade. Faut savoir que les températures sont montées très haut, on a atteint les 1050 voire 1100 degrés Celsius. Et faut savoir qu'il n'y a aucune ossature bois qui a dépassé les 100 degrés. Et le revêtement de finition est resté adhérent au béton de chanvre. Il n'y a pas eu de décollement. Donc voilà, on le voit, là, il y a eu un très bon comportement au feu. La réglementation, c'est un test de 60 minutes.
on les a un petit peu dépassés, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est vrai qu'en termes de comportement feu, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le chanvre, c'est de la paille, hein, donc on a tendance à penser que ça s'enflamme. Non, ça se passe plutôt bien. C'est très dense et ça résiste très bien au feu. C'est très dense et on peut trouver les résultats en tapant sur un moteur de recherche. Béton de chanvre, c'est RIB. Ouais. Voilà. J'aimerais faire bref, mais j'aimerais très bref. Je voudrais surtout insister sur la relation que tout le monde a en isolation avec le R. Hein, on est sur la résistance thermique, hein, donc c'est la base pour toutes les isolations actuelles. Hein, quand on est en ITE, ITI, on parle du R, la résistance du matériau au niveau thermique. Là, plus le R est important, plus j'isole. Voilà. Seulement, on revient encore une fois de plus sur le bâti ancien qui a besoin d'effectuer sa perspirance. Donc là, le plus important, c'est de parler du mu. Le mu, c'est quoi? C'est la capacité d'un matériau à laisser passer, n'est-ce pas, à favoriser le passage de l'eau à travers les cavités d'air, du côté poreux, quoi. Et lorsqu'on fait des travaux, le plus important, c'est de regarder le mu de l'isolant qu'on vient rajouter sur le mur. Ça va permettre le bon échange, sans pathologie, sans problème. C'est très important. Ce qui me permet de rebondir sur une question d'un internaute, comment traiter l'étanchéité à l'air avec des murs de pierre de 60 cm? Je ne la traite pas alors. Déjà, je n'étanche pas. Déjà, je n'étanche pas. Déjà, le mot dans la phrase, là, il me gêne. On n'étanche pas le mur. Par contre, tout va dépendre de la pathologie, puisque les pierres, et des pierres aussi, il y a des pierres froides, des pierres plus tendres, des joints plus importants qui vont laisser passer, des pierres plus froides comme le granit en Bretagne qui ferment vraiment beaucoup. On a des joints qui ne sont pas si gros. Donc, il faut voir d'où vient la pathologie, comment y remédier. Hein. Mais généralement, déjà, on enlève tout ce qui va être à base de ciment, que ce soit joint ou que ce soit enduit. On cherche à comprendre un petit peu, on va drainer les abords de la maison, déjà, et on va créer une ventilation, peut-être qu'il n'y a déjà pas, ni aération, ni VMC. Voilà, on va essayer d'assainir la maison, c'est le plus important. On va s'arrêter là sur cette réponse. On va partir cette fois-ci sur l'intérêt et de savoir pourquoi les biosourcés respectent le bâti ancien. Et je vous demanderai aussi de me dire quelles sont les solutions qu'on utilise habituellement et que vous utilisez. Qui veut y aller? Allez, je commence, Cyril. Vas-y. Alors oui, effectivement, les matériaux biosourcés, on l'a vu, hein, ils sont parfaitement compatibles avec le comportement et le fonctionnement du bâti ancien, pour tout ce qu'on a vu, puisqu'ils viennent respecter, voire améliorer les propriétés originelles. Donc à chaque fois, quand on parlait d'humidité, quand on parlait de transfert de perspirance, on est bon à chaque fois. On est bon à chaque fois, surtout en termes de perspirance. Il faut savoir que les matériaux biosourcés, c'est des matériaux qui sont fortement poreux, et c'est justement ces pores qui permettent du coup à la vapeur d'eau de transiter. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, il y a pas mal d'idées reçues, de mauvaises idées, quand on associe isolation et bâti ancien. Certains me disent, sur le bâti ancien, on est sur des épaisseurs de murs assez importantes, donc il n'y a pas forcément besoin d'isoler. Alors oui, effectivement, en bâti ancien, on est sur des épaisseurs de murs importantes, mais il faut savoir que l'épaisseur d'un mur n'est pas un gage de performance thermique. Hein. On est sur des matériaux qui sont denses, donc qui permettent d'avoir un bon déphasage thermique, mais qui ont très peu d'air. Et on sait que la capacité d'un matériau à isoler, c'est sa capacité à emprisonner de l'air. Donc, épaisseur de mur forte ne veut pas forcément dire que j'ai une bonne isolation. Voilà. Ne veut pas forcément dire non plus que j'aille l'isoler par l'extérieur avec un matériau étanche, comme on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, cette fois-ci, on va voir votre solution, la solution que vous avez développée finalement. Donc, on a bien compris tout l'intérêt d'utiliser des matériaux biosourcés, et notamment dans le bâti ancien, mais pas que, mais sur le bâti ancien. Et qu'est-ce que vous avez développé? Quel est ce produit? Sonia, allez-y. Alors, notre produit, c'est le Par Nature corde enduit chanvre. Donc, c'est un enduit de dressement allégé qui a été vraiment spécifiquement développé pour le bâti ancien, qui peut s'appliquer en intérieur et en extérieur, parce que parfois dans le bâti ancien, vous ne pouvez pas forcément intervenir en extérieur. Hein. Quand vous êtes sur un support pierre, que vous n'avez pas envie de dénaturer, vous pouvez appliquer en intérieur, ou quand vous êtes sur un secteur qui est sauvegardé et que vous n'avez pas la main sur l'aspect extérieur, vous pouvez l'appliquer en intérieur. Et son intérêt, c'est qu'il a d'excellentes performances, que ce soit en termes de thermique, d'hygrothermie, de perméabilité à la vapeur d'eau ou même d'acoustique. Et c'est une solution à faible impact environnemental.
Voilà, c'est hyper important. On a fait faire une fiche de déclaration environnementale et sanitaire sur ce produit pour justement mesurer l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, hein, qui est intéressante également. C'est un mélange, c'est de la chaux et du chanvre. On me pose la question, quelle est la composition de votre produit? Oui, c'est une solution en fait bicomposant avec du chanvre d'un côté et un liant à base de chaux qu'on fabrique sur notre site industriel. Autre question, vous avez dit intérieur-extérieur, est-ce qu'on peut l'appliquer en sous-bassement? Oui. Non. Il ne faut surtout pas l'appliquer en sous-bassement. Il doit être à 20 cm du sol. Il doit être à 20 cm. En fait, le chanvre craint l'eau. Qu'est-ce que je mets en sous-bassement? Ça sera un enduit à la chaux qui va être spécialement traité pour le sous-bassement. Chez nous, c'est le Palomir STH qui convient très bien puisqu'il est très poreux et il permet à l'humidité de pouvoir sortir plus facilement. Sans Même dégrader. question, j'ai pas de gouttière, est-ce que je dois mettre des gouttières? Obligatoire. Hein, on est d'accord, hein, c'est comme les maisons en pisé, il faut protéger, obligatoire. Il faut protéger. Ce qui est important à dire, c'est que par rapport aux autres solutions chanvre, on est complémentaires. Hein, on est allé sur un projet où on peut aller de 3 à 8 cm, hein, donc on est vraiment sur un mortier de redressement, ce que tu disais. Donc on va pouvoir conserver le charme à l'intérieur des moulures, des pierres d'encadrement, rattraper des épaisseurs, parce qu'on se trouve avec des endroits où il y avait vraiment une grosse épaisseur. On a une photo hein, avec un essai en colimaçon. Voilà, tout à fait. Alors, cette photo, c'est un manoir en Normandie. Vous voyez, clairement, elle est isolée, montée en colimaçon comme ça. C'est quasiment impossible. Hein. D'ailleurs, techniquement, on a accompagné l'artisan qui était formé et qui a réalisé cette montée d'escalier. Et il m'a même appelé à la fin en me disant bon, Cyril, ça va être compliqué. Comment je vais faire pour finir à l'éponge? Puisque mon éponge ne passe pas, c'est trop arrondi. Donc, il a fini au lycée Truel. Et il a vraiment amené un vrai confort. Hein. Il a fait tout l'intérieur du manoir. Donc, le client était vraiment au courant des propriétés et très satisfait. D'accord. Très satisfait. En termes d'épaisseur, intérieur-extérieur, je peux aller jusqu'à combien? Jusqu'à 8. Jusqu'à 8. D'accord. Voilà. Donc, ponctuellement 10. S'il y a les endroits qui ont des gros trous, on peut aller ponctuellement. Mais les règles professionnelles, c'est de 3 à 8. Donc l'objectif avec ce produit, c'est quoi? C'est d'aller partout où il y a du bâti ancien? En fait, notre objectif, faut savoir que par Exlanco, on n'est pas les premiers à avoir développé une solution chaux-chanvre. C'est pas facile à dire. Chaux-chanvre, faut prendre le temps. C'est comme le diagnostic en bâti ancien, faut prendre le temps de dire. Donc, on n'est pas les premiers à avoir développé une solution chaux-chanvre. Mais jusqu'ici, c'était des solutions qui soit s'appliquaient manuellement, donc avec un taux de rendement assez faible, ou bien qui nécessitaient un investissement. Il fallait acheter une machine assez coûteuse, donc ça demandait à l'artisan d'avoir un marché pour pouvoir un peu rentabiliser son investissement. Nous, notre but, on a une majorité de clients qui est équipée d'une machine à projeter les enduits pour appliquer leur monocouche au quotidien ou leurs enduits à la chaux. Ça, c'est un des intérêts. Oui. Je crois qu'il faut insister, c'est que c'est une projection classique. Voilà, en fait, on voulait démocratiser un petit peu ce marché et faire en sorte que ça rentre dans les habitudes de nos clients qui utilisent une machine à projeter au quotidien et faire en sorte de développer une solution qui se projette avec leur machine qu'ils utilisent au quotidien. Ceci dit, néanmoins, Cyril, c'est pas quelque chose aussi simple que ça, là, parce que là, on donne l'impression de dire, voilà, il faut se former, il y a tout un cycle à respecter. Alors, on est partenaire de l'association Construire en Chambre, qui sont vraiment les précurseurs à l'origine des Bretons, qui garantissent justement une certaine assurance, la décennale sur les chantiers. Et pour cela, il faut une formation obligatoire. Donc nous, on a fait le choix, vu qu'on a une application mécanique, de faire une formation sur 2 jours in situ, sur un chantier, qu'on prépare avec le client au préalable, souvent aussi avec les prescripteurs ou les architectes, qui ne sont pas tout à fait au courant, au fait de toutes les contraintes, les problématiques. Le chanvre demande un séchage quand même assez long. Voilà, il faut compter à peu près 2 mois à l'intérieur à 20 degrés pour pouvoir faire sécher correctement avant de faire une finition. L'application se réalise après une chape, par exemple. On coule la chape, on la laisse 28 jours, et après, on vient faire le par nature. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande de l'anticipation. Et pour la mise en œuvre, il faut quand même qu'ils soient sensibilisés, nos clients, aux règles professionnelles de construction en chambre. Il y a les règles la bonne mise en œuvre. La bonne mise en œuvre, faire attention à... Les préparations de support. Vous faites des petites formations, Oui, en fait, on fait des formations sur site, sur chantier.
pour faciliter un petit peu le quotidien de nos clients. Donc, lorsqu'ils ont un premier chantier, on vient sur le chantier avec eux, les accompagner. Tous nos techniciens chez Parex Lenco ont été formés par Construire en Chambre. Donc, on a tous la casquette formateur Construire en Chambre pour les aider à démarrer le chantier sur 2 jours. Donc, vous avez une formation pratique et théorique. Et c'est Construire en Chambre qui délivre du coup la certification pour que les clients soient assurés sur tous les chantiers. Voilà, donc il y a l'aspect formation des artisans, il y a aussi l'aspect formation des prescripteurs. Il y a tout un travail que vous réalisez pour ne pas se tromper, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper. Ah, tout à fait. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de montrer ce qui se fait, l'expérience. Vous nous avez apporté 2 petits exemples que je vais nous demander de commenter rapidement. Le premier, c'était une explication en extérieur à Puteaux. De quoi s'agit-il et quelle était la problématique et comment vous l'avez résolue? Alors à Puteaux, c'est une application sur l'extérieur avec des parties en arrondi qui n'étaient pas évidentes. L'architecte voulait un biosourcé. Donc on avait une contrainte de petite épaisseur à un endroit et des grosses épaisseurs par d'autres endroits. Donc il fallait vraiment qu'on vienne charger plusieurs couches successives. C'est un chantier qui était assez grand, en plein centre de Paris, à côté de la Défense. Et en fait, on a réussi à obtenir un résultat qui est vraiment impressionnant au niveau de la qualité de confort de la crèche, du grand bâtiment, sur beaucoup de matériaux différents. Il y avait du béton cellulaire, beaucoup de pierres. Par endroits, on avait des parpaings. Il a fallu décrouter des parties ciment. Donc là, comme vous pouvez voir sur la photo, vous voyez, les parties un peu angulaires, les parties rondes, ou avec un isolant traditionnel, on ne peut pas aller. Et on a amené un sacré confort, en tout cas, au bâtiment. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les encadrements ont été rajoutés après, une fois que l'impair avait été fait avec notre enduit. Et là, on a un bâtiment patrimonial qui a été bien traité. Tout à fait. On part à l'intérieur. C'est la mairie de Bagnoles de l'Orne. Oui, tout à fait. Alors là, comme on voit sur la photo, les contraintes, c'était que l'architecte voulait conserver les arcs de voûte avec les petites têtes sculptées. Alors là, on est sur des épaisseurs qui vont être sur 4-5 cm. Et on ne se rend pas compte sur les photos, mais c'est toute une partie enterrée. Les 3/4 sont enterrés sur un terrain en pente avec du goudron. Bon, c'est pas top. Et c'était des parties qui étaient quand même assez humides, en dessous des bureaux de la mairie. Et le deal, c'était l'objectif de respecter la conservation de toutes les moulures qui étaient classées, en voulant garder le charme et réguler l'humidité. Donc le résultat est bluffant, puisque le chanvre a capté l'humidité résiduelle, on a rattrapé les épaisseurs en amenant une correction thermique, on ne va pas parler de R, encore une fois, et comme vous pouvez constater, vous voyez, tout est resté magnifique. On n'a pas été obligé d'aller intégrer une partie des arcs de voûte. Là, j'apporte une correction thermique, j'apporte du confort, j'apporte de l'acoustique. Oui. C'est toutes les qualités qu'on a vues tout à l'heure. J'insiste un petit peu là-dessus. On a bien vu l'importance dans le bâti ancien de préserver et d'avoir des matériaux qui ont les mêmes propriétés finalement que le bâti ancien. J'ai même eu l'occasion il y a quelques semaines de rencontrer du coup l'architecte, parce que là la mairie de Bagnoles qu'on a vu, c'est un bâtiment classé, un bâtiment monument historique. Donc j'ai interviewé l'architecte, qui effectivement m'a bien souligné le fait que la performance acoustique, il a été agréablement surpris par l'effet acoustique. Quand on a fait l'interview, d'ailleurs, les locaux étaient encore vides, parce que c'est une mairie, donc ça n'a pas été encore aménagé. On avait peur que ça résonne trop, donc on s'est dit on va peut-être le faire en extérieur, et au final on s'est rendu compte à l'intérieur ça résonnait pas du tout, qu'on avait une très bonne acoustique. Voilà, c'est une propriété dont on n'a pas vraiment parlé tout à l'heure, mais l'acoustique est vraiment très agréable dans un espace clos qui a été isolé. Enfin, qui a subi une correction avec un enduit chaud-chambre. Là, on est typiquement dans l'exemple de la question de tout à l'heure. On disait, est-ce qu'on peut amener le confort actuel sur le bâti ancien? Là, on amène plus. On amène plus puisque nos clients, alors c'est ceux qui en parlent le mieux, c'est nos clients finaux, chez qui nos artisans ont fait les travaux, ils nous disent, mais je suis dans un cocon. Avec ma compagne, je suis dans un cocon, j'ai pas de résonance, j'ai pas de sensation d'humidité. Et ça, c'est pas facile à ramener sur un bâtiment neuf. On aura forcément un son de résonance, on va avoir du confort, mais ça sera pas le même. Donc ça, c'est intéressant. Intéressant. Le temps passe. Nous sommes bientôt arrivés au terme de nos échanges. Simplement, je vais vous poser 3 petites questions d'internautes et je vais vous demander de faire rapidement. Je viens de terminer des travaux dans une maison du 18-19e siècle avec un enduit chanvre en intérieur. Le propriétaire m'a dit que son téléphone ne passait plus. Vous voyez, on a toutes sortes de confort moderne. Y a-t-il des effets sur les ondes? Est-ce que j'ai trop épaissi les murs? Sans doute. Sans doute. Oui, il y a nul doute. C'est logique. On a vraiment une résonance qui n'existe plus.
Donc si ça étouffe les sons, je pense que ça étouffe aussi les ondes. Mais bon, il faudra se rapprocher de la fenêtre pour pouvoir passer un appel. Construire un plancher d'étage en béton à cause d'une grande surface dans une maison en pisé, et je sais que vous connaissez très bien les maisons en pisé. Ma propre maison est en pisé, oui. Est-ce que cela pose un risque? Est-ce que c'est une dalle pour l'étage? Une dalle étage béton? Non. Grande surface? Alors une dalle étage béton sur une grande surface, non. Il faudra faire les ancrages dans les murs correctement. Non, pas du tout. Bon, ça serait préférable de faire un plancher bois, mais un béton, si c'est une grande surface, je comprends l'importance, donc c'est logique. Non, le problème se situe au rez-de-chaussée, dans les maisons en pisé. Il faut surtout penser, demain, vous achetez une maison en pisé, c'est une grange et je veux la rénover, je vais faire une belle maison dedans. C'est encore de la terre, il va falloir creuser un peu, faire un hérisson. Donc c'est tuyaux PVC avec une entrée et une sortie extérieure, avec des petites lamelles d'ouverture d'air sur le dessus, on remplit le gravier et là on peut couler une dalle. Voire une dalle en champ. 2 dernières questions et après on arrête. Sommes-nous assurés avec ce produit? Tout à fait. Il faut pour ça que l'entreprise ait été formée par nos soins. D'ailleurs, le matériel, le kit spécifique pour le passage machine, parce qu'on ne peut pas passer ça avec n'importe quel tuyau, n'importe quelle jaquette. On a travaillé 7 ans dessus quand même, donc on a abouti à quelque chose de très spécifique. La formation, au bout de la formation, ils deviennent adhérents de Construire en champ. Donc ils vont être assurés par la C2P, tous les 2 ans il y a un suivi de la QC sur les suivis chantiers. Donc le client, il est assuré sur la bonne mise en œuvre, le produit a tout ce qu'il faut, il y a les règles à suivre professionnelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des produits qui subissent, avec lesquels on a les mêmes règles qu'avec un produit conventionnel. C'est-à-dire qu'on a des certificats CERMI lorsqu'il s'agit d'isolants, on a on est assurable avec un enduit sans souci. Dernière question, dans le cadre d'une ITE, mais je ne suis pas sûr qu'on parle d'ITE, avec vos solutions sur un mur en pierre, sujet à fissuration, comment se comporte le parement dans le temps? Donc, clairement, ce n'est pas d'ITE dont on parle, là, on parle de mettre mais parce que je pense que la question va dans l'extérieur, le produit à l'extérieur. Voilà. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que on a des variations dimensionnelles avec le champ. On prend un peu plus de temps qu'il nous était imparti. On n'a pas le droit d'en avoir. Je suis passionné, donc je dérape légèrement. Le chanvre a cette faculté à pouvoir bouger. On n'est pas sur quelque chose de très dur, il est plus ou moins malléable, mais c'est pas magique. Si vous avez une belle fissuration dès le départ, un coulis de chaud pour renforcer la structure est important. Peut-être une clé sur le bâtiment, si le bâtiment est en train de s'ouvrir. Ce ne sera pas miraculeux. Mais néanmoins, tout ce qui va être petite fissuration, dans le temps, les variations de chaleur, de froid, il encaisse énormément. Donc, il va nous permettre d'amener vraiment ce confort extérieur qui, jusqu'à maintenant, n'existait pas sur le bâti ancien. Comme je disais, on arrive au terme de nos échanges. On va conclure rapidement. On a vu quelque chose d'important, c'est qu'on peut avoir de jolies finitions. C'est un corps d'enduit, mais il est adapté à toutes vos finitions, c'est ça? Oui, effectivement, comme son nom l'indique, par nature, corps d'enduit chanvre, c'est un corps d'enduit. De toute façon, le chanvre ne doit pas rester nu. Il doit être absolument recouvert d'un enduit de parement et de finition. Donc on a une gamme patrimoine chez Parex Lanco qui propose différents enduits de parement avec différentes granulos et différents aspects de finition. Et le challenge, c'était vraiment, on souhaitait vraiment le rendre compatible avec justement un maximum de finition pour qu'on puisse jouer sur les aspects. Alors ce qu'on voit là, c'est... alors quand on a développé le produit, quand on l'a commercialisé, il y a certains de nos clients, comme quoi on écoute parfois nos clients, qui nous ont dit c'est dommage, j'ai appliqué par nature corps d'enduit chanvre, je suis content, je suis fier d'avoir utilisé du chanvre, mais après je viens le recouvrir avec un enduit à la chaux et je le vois plus, ce chanvre, c'est dommage. Et effectivement, on a trouvé ça, on trouvait que c'était un retour assez pertinent. Donc on a testé et on a validé la possibilité de mélanger certains de nos enduits de finition avec le chanvre qui est utilisé pour le par nature corps d'enduit chanvre. Donc c'est juste une finition qui est validée pour de l'intérieur. Il faut savoir qu'en extérieur, le chanvre ne doit pas être au contact de l'eau. On a compris tout à l'heure. Voilà. Et du coup, je peux dire que le rendu est très sympa. Oui. Dernière question, en forme de conclusion et en forme d'ouverture, par nature, c'est une gamme. Oui. Ce n'est pas fini. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a un produit qui vient d'être lancé, de quoi il s'agit? Très rapidement. Oui, très rapidement. Donc la gamme, c'est la gamme par nature, Parex Lanco, qui est du coup transversale à tous nos corps de métier. Donc notre objectif, c'est de l'étoffer au fur et à mesure du temps de plusieurs produits. On a démarré avec ce premier produit, le par nature corps d'enduit chanvre, qui est dédié au bâti ancien.
On a, il y a quelques mois, lancé un nouveau système d'isolation thermique par l'extérieur, donc un système en fibre de bois. Et notre R&D travaille sur d'autres produits qui vont toucher le sol et qui vont avoir d'autres destinations avec d'autres granulats. Et nos plaques de fibre de bois sont adaptées pour le bâti ancien comme le bâti neuf. On va moduler. Disons que sur un bâti ancien qui va accepter des fibres de bois, on peut aussi y aller. Pas que les bâtiments du neuf. Vraiment, voilà. Tout type de bâtiment, je pense qu'on en reparlera, on en parle déjà dans la bonne presse. Merci à vous, vraiment merci. Merci ça Stéphane. a été, on a ramassé, on avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la valeur ajoutée des biosourcés pour le bâti ancien. On se reverra peut-être prochainement pour un webinaire ou webinaire, comme on veut, sur le traitement de l'humidité dans le bâti ancien. Oui. On a vu à quel point c'était Il y a important. beaucoup de choses à dire, ouais. Cette émission, ce petit échange est disponible en replay dès tout à l'heure sur le site des CTB, du Cahier technique du bâtiment, dans la journée, si vous voulez vous revoir. Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère qu'on a été exhaustif. Et puis, si vous voulez donner une note à cet échange, vous pouvez le faire aussi, apparemment. Voilà. D'accord. En espérant vous avoir apporté un peu plus de clarté sur les biosourcés. Voilà, clarté sur les biosourcés et sur la rénovation du bâti ancien. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt.